précédemment. Le train, parti de Colombo, poursuit sa route. Nous avons découvert qu'il existe au Sri Lanka un tourisme du thé. Des voyageurs apprennent à récolter leur verre. Costume impeccable, Ganawardena est ce matin encore fidèle au poste. 15 ans d'expérience aux commandes du train de la ligne du thé. Le convoi arrive dans la Petite Angleterre, région très prisée des colons britanniques autrefois, où ils venaient jouer au polo. Le chemin de fer, c'est un des héritages de cette période. Le Sri Lanka est un pays pauvre. Nous n'avons pas d'argent pour construire de nouvelles lignes. Nous utilisons donc les anciennes. Le train est toujours bondé. Il y a beaucoup de Sri Lankais, bien sûr, mais quelques touristes aussi, souvent hypnotisés par les paysages. C'est vraiment très étonnant, spécialement quand vous voyez ces montagnes si hautes. C'est vraiment super. Mais le train seul ne permet pas de se rendre vraiment partout. C'est en voiture que le voyage se poursuit, avec au volant le directeur de la plus célèbre plantation du pays. Nous grimpons de 1500 jusqu'à 2000 mètres. Le goût du thé est différent à cause de l'altitude. Le plus haut vous allez, plus vous avez de la qualité. Et l'homme qui a fait planter tous ces théiers à perte de vue, vous le connaissez certainement, ou du moins son nom de famille. Voici la célèbre esplanade Lipton. C'est ici que Sir Thomas Lipton amenait ses amis pour le petit déjeuner. Et c'est à partir d'ici que le colon britannique a lancé son entreprise de thé, qui allait connaître un succès mondial. Il est le premier à avoir fait du marketing avec le thé à l'étranger, à avoir imprimé sa marque. C'est Sir Thomas Lipton. Les voyageurs du monde entier viennent là pour le clin d'œil, mais pas vraiment à la recherche du meilleur thé. C'est plus une grosse entreprise après de qualité, je sais pas forcément. Renommée internationale après, qualité. Pas forcément de la qualité. En contrebas, une autre plantation historique. C'est la plus ancienne du Sri Lanka, elle date de 1867. Depuis lors, les conditions de travail ont peu changé pour les cueilleuses. Un métier exclusivement féminin, extrêmement exigeant, qui se transmet de mère en fille. J'ai commencé à travailler ici à 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 48 et je travaillerai ici toute ma vie. Lakshmi doit cueillir 20 kilos de thé par jour, à travers les champs et les montagnes. Elle travaille 6 jours sur 7 pour 90 € par mois, les 2/3 du salaire moyen ici. Si je ne viens pas travailler, je ne suis pas payée. Et je ne peux rien acheter. C'est pourquoi notre travail, c'est notre Dieu. À la fin de la journée, Lakshmi doit encore marcher 5 km pour rentrer chez elle. Et enlever toutes ces couches de protection, faites de bâches en plastique, contre les insectes, les ronces, la pluie. Enfin, ce n'est pas vraiment chez elle. 3 familles habitent là, et ni la maison ni le terrain ne leur appartiennent. Notre crainte, c'est que s'il n'y a plus de travail dans cette plantation, ils nous demandent de partir de cette maison. Ça m'inquiète. Depuis quelques mois, les cueilleuses ont reçu le soutien d'une ONG, bien décidée à les aider à faire respecter leurs droits. Plusieurs plaintes ont été déposées. Il ne faut pas que les consommateurs arrêtent de boire du thé. Sinon, les gens ici vont souffrir et perdre leur emploi. Il faut en acheter, mais il faut exiger des patrons qu'ils offrent une vie décente et des droits aux travailleurs. Petit à petit, un autre modèle économique semble se mettre en place. Demain, de l'autre côté de l'île, en compagnie de l'acheteur de thé François-Xavier Delmas, nous découvrirons une façon de faire plus équitable.
Là-bas, ce sont les ouvriers agricoles qui décident à quel prix ils acceptent de vendre leur verre du Sri Lanka.